Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est le 24e organisé dans le cadre d'une collection plus large qui a démarré mi-octobre pour se poursuivre jusqu'à mi-mars. Cette collection est organisée dans le cadre du projet Climavège et ce webinaire particulièrement fait également du lien avec un projet qui s'appelle l'Ops EcoReady, puisque c'est le prolongement des choses qui vont vous être présentées maintenant, qui ont été réalisées dans le cadre de Climavège. Donc, je suis Solène Le Hérissé, je travaille à VG Police Valais et on est chef de file de ce projet. Je tiens bien évidemment à remercier Brendan qui a coordonné toute cette action, donc Brendan Godoc de l'Institut de l'élevage, et tous les partenaires qui ont contribué aux travaux qui vont vous être présentés cet après-midi. Sur la dia suivante, vous avez un rappel des modalités classiques d'organisation de tout webinaire. Donc, pensez à couper micro et caméra. Et j'en profite pour vous informer que ce webinaire est enregistré et qu'il sera donc disponible en replay dans les prochains jours. Pour revenir au projet Climavège sur la dia suivante, donc c'est l'association de deux mots, climat et végétal. C'est un projet qui porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. Il a démarré en février 2021 pour une durée de 4 années. Ce projet implique 80 partenaires autour de 24 tâches de travail. Toutes les actions sont structurées autour du triptyque eau, sol, plante et sont vraiment de différentes natures, avec à la fois des travaux de co-conception, de la recherche, des experts. Vous aurez d'ailleurs la présentation de différentes natures de travaux pour ce début d'après-midi. Le projet est financé par les partenaires, bien évidemment, mais également par deux régions, la région Pays de la Loire d'une part et la région Bretagne avec l'ADEME d'autre part. Vous l'aurez compris, donc les travaux se terminent et je vais donc m'éclipser et laisser la main à Brendan pour la suite du webinaire. Bon webinaire à tous. Voilà, bonjour à tous et toutes. Donc, Brendan Godoc, chargé d'études sur les systèmes fourragers à l'Institut de l'élevage. Donc aujourd'hui, comme vous l'a dit Solène, on va vous présenter quelques résultats du projet Climavège et puis initier également le projet LOF EcoReady dans le prolongement avec donc ma collègue Christine Gozianski du service économie de l'Institut de l'élevage. Alors en ordre du jour, on vous propose d'abord de regarder quelle est la photographie actuelle de la filière laitière en Pays de la Loire et en Centre Val-de-Loire et quel climat la filière laitière aura à faire face en 2050, avec des projections, toute une série de cartes. Ensuite, je vous parlerai plus précisément des impacts du changement climatique sur les différents. Brendan, ton micro s'est coupé. Excusez-moi. Ouais. Par la suite, du coup, je vous ferai un petit point sur les impacts du changement climatique sur les rendements des cultures fourragères et des prairies, sur bien sûr le stress thermique des animaux, et puis on va zoomer sur quelques systèmes bovins-laits en Pays de la Loire et Centre Val-de-Loire. Regardez à l'échelle de ces deux régions comment le changement climatique pourrait impacter ces systèmes et quels sont les scénarios d'adaptation technique que les éleveurs dans le projet Climavège ont mis en avant pour s'adapter sur le long terme. On parlera un peu aussi équilibre sur les exploitations, quelles sont les conséquences de ces adaptations techniques sur d'autres volets, comme le volet économique par exemple. Et puis pour conclure, Christine et Léo Robert donc de VG Police Vallée vous présenteront le projet EcoReady LOF qui vise donc à étendre ces réflexions à l'échelle de la filière entière en prenant en compte aussi l'aspect transformation. Donc pour commencer, une petite cartographie des acteurs de la filière laitière et du climat de 2050 en Vallée de la Loire avec donc Christine, je te laisse la main sur ces diapos. Ok. Bonjour à tous. Donc très succinctement, hein, je vais vous parler donc de la filière laitière en Pays de la Loire et également en Centre Val-de-Loire. Donc on va commencer par les Pays de la Loire. Et donc en fait, donc ici on est sur une région où on a une densité de production relativement importante, particulièrement dans le Grand Nord-Ouest, hein, j'allais dire de la région. Donc ici, vous avez donc les litrages collectés, hein, 3,59 milliards de litres collectés en 2023. La région des Pays de la Loire, donc c'est à peu près un peu moins de 16% de la collecte nationale.
international et elle est positionnée en troisième position derrière la Bretagne et la Normandie. Alors un petit peu plus de litres produits, on est à 3,66 milliards de litres produits en 2023. Le tiers de la production se trouve en Mayenne. La Mayenne, c'est le quatrième département laitier au niveau français. Alors, on a beaucoup d'exploitations qui vont être spécialisées en lait, mais assez souvent, on peut avoir un peu de culture ou aussi une association avec des bovins viande ou avec du porc ou de la volaille, selon où on va se situer dans la région. En termes d'entreprises de transformation, on parle vraiment d'un tissu dense, comme vous pouvez le voir sur la carte de gauche. On a pas mal d'entreprises de transformation, à la fois des groupes laitiers qui ont une dimension européenne, voire internationale, comme Lactalis, Bell, Savencia, Sodial ou encore Orial. Mais à côté, on va avoir aussi des plus petites structures, des PME, comme par exemple la laiterie Saint-Père ou encore Vaubernier. Et en termes d'orientation de fabrication dans cette région, la région des Pays de la Loire, on est ici sur une région où on a des fabrications plutôt diversifiées. On a, je dirais, un petit peu de tout, même si on a quand même une forte orientation fromagère. Alors, qu'en est-il de la filière laitière en Centre-Val de Loire? Donc ici, on est sur une zone, un territoire qui est laitier, qui est peu dense, et on a des fabrications qui sont très fortement orientées vers des produits de grande consommation. Alors en effet, on a 402 millions de litres collectés en 2023, c'est un petit peu moins de 2% de la collecte nationale, donc un petit peu plus en termes de production, et on a 36% de la production de la région qui se trouve donc en Indre-et-Loire. On a une orientation plutôt forte des exploitations en polyculture élevage. Alors quand je dis polyculture élevage, il n'y a pas très souvent une autre production animale, mais on a beaucoup de végétal à côté et avec un risque fort de bascule vers les productions végétales dans cette région. Alors on a 8 opérateurs qui œuvrent, j'allais dire, dans la région. 3 qui ont vraiment leur siège en Centre-Val de Loire, donc LSDH, la laiterie de Verneuil et Riant, et d'autres qui vont collecter ou uniquement avoir un site de transformation comme Eurial, Sodial, Bell, Lactalis ou encore Andros Novandi. Et en termes de fabrication, on a une très forte orientation vers les produits de grande consommation, donc à la fois tout ce qui est lait, crème conditionnée, beurre et ultra frais. Alors, où se trouve la production? Donc, c'est la diapo suivante, voilà. Donc ici, vous avez la densité de vaches laitières au kilomètre carré. Donc plus c'est foncé, plus on a une densité importante. Donc on voit nettement la zone vraiment grand ouest, enfin nord-ouest de la région Pays de la Loire, donc avec le département de la Mayenne qui se détache bien. Et donc vous avez ici, donc ça c'est voilà la densité, donc ça c'était en 2020. À droite, vous avez un tableau qui vous rappelle un petit peu la production de lait dans chacun des départements, donc les départements des Pays de la Loire, donc en bleu ciel, et les départements du Centre-Val de Loire en gris. Donc vous avez la production laitière en 2023, et intéressant aussi de regarder l'évolution entre 2015 et 2023 en termes de dynamique et en termes de production laitière. Et on repère nettement que les départements qui vont se situer au sud de la Loire vont être plutôt impactés par un recul important de leur production. On voit bien notamment la Vendée, l'Indre, le Cher ou le Loiret où on est sur des reculs qui sont assez notables. Donc voilà pour cette présentation succincte au niveau de la filière lait. Je te laisse la main, Brendan. Ça marche, merci Christine. Donc on a voulu regarder donc un peu le climat de ces deux régions à l'heure actuelle, ou en tout cas ce qu'on a connu comme climat ces dernières 30 dernières années. Donc ici vous avez un zoom sur le travail de Joly et collègues en 2010 qui a donc cartographié les différentes zones climatiques en France, vous voyez en bas à gauche. Et sur nos deux régions concernées aujourd'hui, on est à cheval donc sur 4 types de climat. Un dégradé est-ouest qui est très notable, ouest-est plutôt, avec à l'ouest un climat océanique franc en vert, là que vous voyez qui est proche du climat breton, doux, avec des hivers doux, du fait de la proximité à l'océan, avec pas mal de précipitations en hiver également dues aux dépressions venant de l'Atlantique. Vous avez quand même sur la côte un climat qui correspond à un climat méditerranéen altéré,
donc celui de Provence avec une vraie douceur hivernale et puis une sécheresse estivale aussi parce que on est là sur des zones littorales très proches de la mer, donc avec des précipitations qui souvent ne tombent pas sur ces zones-là, mais un peu plus tard sur le continent. Donc on a ici des contextes très séchants. Autrement, on a donc le climat océanique altéré en Mayenne, en Maine-et-Loire, là qu'on voit bien détaché, donc avec voilà un climat océanique quand même plus dégradé sur les précipitations et sur la douceur hivernale qui caractérise ce climat océanique franc. Et puis sur l'essentiel de la région Centre-Val de Loire et sur la Sarthe, on a un climat beaucoup plus continental, donc qui s'appelle océanique dégradé des plaines et du centre et du nord. Donc là, c'est vraiment le bassin parisien avec des hivers qui peuvent être assez frais, assez froids, relativement comparé à l'ouest, et puis des sécheresses et des étés beaucoup plus intenses. Donc voilà, ça va bien sûr impacter notre production de fourrage sur nos systèmes laitiers. Et puis au niveau des précipitations, on voit bien donc se dégrader ouest-est aussi qui se répètent avec des potentiels de rendement fourrager qui diffèrent pas mal sur ces différents départements. Alors ça, c'était le climat jusqu'à maintenant. Et puis depuis une dizaine d'années, voire même depuis 30 ans, on observe une dégradation de ce climat. Voilà, maintenant tout le monde est conscient du changement climatique. Il reste quelques climato-sceptiques, mais très peu du côté des éleveurs, en tout cas de ces deux régions. On a observé quand même des vagues de chaleur qui se sont multipliées ces dernières années. Donc vous les voyez ici représentés sur un graphique donc par année. Donc en rouge, vous avez donc ces vagues de chaleur dès lors qu'on dépasse en température moyenne journalière 23,4 degrés. Donc, par exemple, vous voyez l'année 76, là, ici, marquée avec une vague de chaleur assez prolongée sur le début de l'été. Alors, c'était surtout une année sèche, finalement, lorsqu'on compare aux données plus récentes à l'échelle de la France. On peut remarquer aussi l'année 2003, là, qui vraiment a été sévère en termes de, euh, de température sur 15-20 jours au mois d'août. On n'est pas descendu en dessous de la canicule. Donc ça a provoqué bien sûr de la mortalité chez nous dans la société, chez les hommes, mais aussi chez les bovins, avec donc une hausse de la mortalité des bovins qui a augmenté, enfin la mortalité des bovins a augmenté de 24% selon une étude de l'ANSES en 2014 durant cet été 2003. Et puis 2019, ça a été une vague de chaleur assez précoce qui a beaucoup marqué les troupeaux, avec des pertes en lait sur lesquelles on va revenir, qui étaient assez intenses. 2020 aussi. Alors maintenant, voilà, toutes les années ont leur propre vague de chaleur. 2022, ça a été aussi très notable. Et puis on a encore en tête cette année avec des baisses de rendement très significatives parce qu'on a eu en fait une canicule, des stress thermiques pile pendant la floraison mâle du maïs. Donc autour du 18 juillet, je crois on a atteint facilement les 40 degrés sur l'ensemble de ces deux régions. Donc derrière, ça a bien sûr fait chuter les rendements et aussi la qualité du maïs. Et puis là, plus récemment, on peut penser à 2023 avec une vague de chaleur qui a été aussi tardive, là, début septembre, et qui a littéralement séché le maïs sur place, avec des difficultés donc d'ensilage, des chantiers d'ensilage qui ont dû être déclenchés à la dernière minute, voilà, très rapidement. Voilà, on voit bien que le changement climatique impacte un peu tous les différents aspects d'une exploitation laitière rien qu'en regardant les différents étés qu'on a vécus ces dernières années. Alors, est-ce que c'est pas quelque chose qui serait davantage marqué en vallée de la Loire? Alors, il y a une étude qui a été publiée par des climatologues dans Nature Communications et qui a montré que l'Europe, et plus particulièrement l'Europe de l'Ouest, se réchauffait beaucoup plus vite que les autres zones à la même latitude. En fait, on a une influence du Sahara et de l'Afrique qui donc accélère
et intensifie les vagues de chaleur sur ces dernières années. Donc là, ils ont calculé que sur ces 42 dernières années, l'Europe de l'Ouest se réchaufferait 3 à 4 fois plus vite que les autres zones sous les mêmes latitudes. Et là, on voit plus particulièrement sur la France et puis dans l'Ouest français une augmentation de l'intensité des canicules pour lesquelles on était moins habitué. Donc, on aurait peut-être en vallée de la Loire, voilà, en tout cas dans l'observé, des augmentations de canicules qui sont beaucoup plus marquées que dans le reste de la France et puis dans les pays voisins. Alors ça concerne quand même bien sûr tout le bassin parisien, mais voilà, donc point de vigilance ici, euh, avec les effets de courant de jet stream. Alors c'est un peu compliqué, mais on a une perte de stabilité au niveau de ce courant jet stream qui fait qu'on est beaucoup plus vulnérable dans l'Europe de l'Ouest, avec des anticyclones qui restent plus longtemps en été sur nos territoires, et donc des étés qui deviennent vraiment très marqués en termes de température. Alors, le retour en arrière, il est impossible. On a pris déjà 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle à l'échelle du globe. On sait que le CO2 est une molécule très stable dans l'atmosphère. Il est incapable de revenir en arrière. Notre climat est à la dérive, donc il va falloir s'adapter. Alors pour ça, les climatologues nous aident à lire un peu dans l'avenir avec différents scénarios de hausse de température. Vous voyez ici représentés en différentes couleurs. Ces hausses de température, elles sont liées à différents niveaux de CO2 dans l'atmosphère, en fonction de nos politiques climatiques, comment nos dirigeants arrivent à s'accorder pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie. Euh, donc voilà, on est sur quelque chose qui est à la dérive de manière structurelle. On sait que le pire est devant nous, et on sait aussi depuis peu que les accords de Paris, qui correspondent au scénario bas, très bas, là que vous voyez en bleu, ne sont plus réalisables, ne sont plus atteignables. On serait plutôt sur le scénario intermédiaire ou élevé au niveau des émissions de gaz à effet de serre par nos sociétés. Voilà, donc notre filière laitière, hein, nos éleveurs laitiers qui s'installent aujourd'hui en 2025 et qui vont produire jusqu'à 2055-2060 en fonction de la durée de leur carrière, auront affaire à un tout autre climat que leur père et leur mère sur le centre Val-de-Loire et les Pays de la Loire. Et pour caractériser ce climat, moi j'aime bien ce chiffre qui a été donc publié par Cassou et Linné en 2023, qui montre qu'à peu près autour de 2050, on aurait un été plus chaud que 2022. Euh, un été plus chaud que 2022 aura une chance sur 3 d'arriver. Donc, pour bien se préparer sur cette année, sur cet horizon 2050, l'année 2022 apporte des repères assez importants. Et c'est sur ce type d'année qu'il faudra imaginer nos systèmes pour la suite. Alors, regardons tout de suite du coup comment ça s'explique au niveau des nombres de jours chauds par an. Donc on considère qu'un jour chaud là, dès lors qu'on passe 25 degrés en température journalière. Donc on sait qu'à partir de 25 degrés, le régras anglais, qui est l'espèce prairiale par excellence, cesse de pousser. Et à 25 degrés, le bovin est déjà rentré en stress thermique depuis longtemps, avec quand même pas mal de conséquences sanitaires et de production qui sont déjà visibles à partir de 25 degrés. Donc là à gauche, vous avez donc le nombre de jours pour nos différents départements concernés entre 1976 et 2005. Voilà, avec toujours le même gradient ouest-est en fonction de la proximité à la mer qui se dégage. Et puis dans le futur, on voit que ce gradient s'intensifie avec donc des nombres de jours chauds par an qui peuvent dépasser les 70 voire les 80 jours par an. Donc là, ça devient vraiment préoccupant et pour le stress thermique des vaches laitières et aussi pour la production fourragère. On atteint voilà, vraiment des niveaux qu'on a déjà atteints en 2022, de l'ordre de 60-70 jours chauds autour de Laval, autour du Mans, et puis beaucoup plus, plus de 80, 90, voire 100 jours même dans Sud-Vendée ou dans le Maine-et-Loire ou en Indre-et-Loire. Alors, au niveau des précipitations estivales, on sait aussi que ça va baisser.
Ça, c'est donc. Alors, je m'excuse pour la carte qui est pas très précise. On voit peut-être très mal le couleur vert clair. Par exemple, au nord de la Mayenne, où on est habitué à avoir du coup 164 millimètres par an entre juin et août. Donc voilà, c'est le même dégradé qu'on voyait sur la carte précédente. Ici, Je suis partant bien Latine, ouais. il est donc en baisse dans le futur. On perd une trentaine, ou enfin en fonction bien sûr des scénarios, des modèles climatiques et des zones, une vingtaine ou une trentaine de millimètres sur l'été. Donc ça peut causer voilà de graves déficits hydriques dans les sols et donc des pertes de rendement bien évidemment. Sur les précipitations estivales, donc là sur le mois de décembre, janvier et février, on était autour de 250 millimètres par exemple dans le nord de la Mayenne. Et dans le futur, on a une hausse qui se dégage d'après les modèles. On serait plutôt autour de 283 millimètres pour le nord de la Mayenne. Un peu partout, en fait, on récupère des millimètres. Donc finalement, à l'échelle de l'année, les précipitations ne devraient pas évoluer tant que ça. Euh, Par contre, la répartition des précipitations durant les saisons va évoluer. On aura moins de précipitations en été et plus de précipitations en hiver. Alors, quel impact directement on peut observer, enfin, suite à ce constat sur le climat, quel impact ensuite sur nous, nos productions fourragères, nos bovins et puis nos filières. Voilà, donc je vais vous présenter ça avec Olivier Linclos du GAP 44 qui a participé au projet Climavège. Alors, pour débuter sur la pousse de l'herbe, on a fait toute une série de simulations avec un modèle qui s'appelle STIX, qui a été développé par l'INRA et qui permet donc d'utiliser des données de climatologues sur le futur, sur le temps long, pour simuler des pousses de l'herbe pour un contexte pédoclimatique particulier. Donc là, on était sur le Nord 44, par exemple, le groupe d'Olivier Linclos, là, le groupe d'éleveurs membres du GAB. On était donc sur la partie nord Loire-Atlantique. Sur ce sol à 97 millimètres de réserve-utiles et 25% d'argile, on observe donc cette production qui évolue au cours de l'année. Alors finalement, je vous en ai mis qu'un de graphique, mais on est à peu près sur la même dynamique sur toutes les zones là concernées par ce webinaire. Ce qu'on observe, c'est que l'herbe arrivera plus vite et plus tôt dans le futur, parce que température plus élevée en hiver, les prairies peuvent se mettre en croissance donc beaucoup plus tôt, même dans des zones où l'arrêt de croissance est assez limité en hiver. On aura donc plus de pousses sorties d'hiver, plus de croissance aussi au printemps, avec un effet CO2 qui aussi est assez important à prendre en compte. C'est-à-dire que l'air enrichi en CO2 améliorera la photosynthèse des plantes. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Il y a du positif au niveau des rendements d'herbe au printemps. Par contre, la baisse en été, elle est marquée sur toutes les zones. Elle sera de plus en plus creusée, donc des sécheresses de plus en plus tôt et de plus en plus longues. Et sur l'automne, on peut s'attendre à des rebonds automnales plus importants parce que les mois d'octobre, les mois de septembre seront plus chauds. Donc dès lors qu'il y aura des précipitations qui reviendront, on aura des capacités de récolte ou de pâturage qui seront plus importantes sur cette période-là. Et pareil, je porte votre attention sur la pousse en hiver. On pourrait aussi gagner quelques kilos de matière sèche par jour qui ne sont pas négligeables sur certains systèmes. Alors sur le maïs, l'affaire est un peu plus compliquée, mais par ce schéma-là, on peut voir que tout le cycle du maïs sera de manière générale accéléré. En fait, après le semis, les levées sont de plus en plus rapides. On aura donc des maïs qui s'installeront bien plus vite, plus tôt dans l'année. On avancera peut-être la date de semis. Par contre, on aura des ravageurs qui seront peut-être plus nombreux ou avec des vols plus fréquents. Donc une pression plus importante parce que eux aussi vont pouvoir se reproduire davantage et profiter des températures plus clémentes au printemps. Ensuite, aspect critique là autour de la floraison au niveau du stress thermique et du stress hydrique.
Au niveau du remplissage des grains aussi, le stress thermique voilà, peut faire avorter ce remplissage des grains. Et de manière générale, on observera des ensilages qui se feront beaucoup plus tôt, comme on voit déjà en fait ce stade avancer de plus en plus, début août, peut-être à la fin du siècle, enfin dans quelques années, mais c'est des choses qu'on observe aussi dès maintenant avec des étés beaucoup plus chauds, donc des cycles qui s'accélèrent. Donc là, on a le potentiel d'aller chercher des variétés beaucoup plus tardives pour peut-être augmenter le rendement, augmenter la biomasse. Alors c'est ce que nous montrent les simulations qui ont été faites sur Styx dans les projets Climalais. Voilà, sur cette zone sud Maine-et-Loire et puis zone nord Indre, on a des rendements qui ont tendance à progresser en moyenne. Alors la courbe de nuages de points n'est pas claire, mais on voit quand même une tendance à la hausse. Euh, c'est une tendance qui est à prendre avec beaucoup de nuances, parce qu'on voit aussi que la variabilité entre années risque d'être assez forte sur sol, bien sûr, non irrigué, et puis sur sol superficiel de plus en plus, quoi. Mais bon, là, je vous ai montré les sols profonds. Ici, on voit quand même une certaine variabilité qui peut être de plus en plus marquée. Mais cette progression, elle est aussi pas mal liée à l'effet CO2 dont je vous parlais juste avant sur les prairies. Le maïs va profiter aussi d'un air plus enrichi en CO2. Donc voilà, cet effet CO2 est difficilement prédictible. On sait quand même qu'il va avoir effet. Après, la teneur de cet effet est encore discutée dans la littérature. Donc voilà, c'est des graphiques à prendre avec pas mal de précautions. Attention au modèle, attention à l'effet CO2, comme je vous ai dit. Mais ce qu'on peut dire au moins sur l'observé, sur les dernières années, c'est que moins de pluie égale moins de maïs. Donc là, c'est ce qu'on a vu dans Climavège. On a pu mettre en corrélation, donc ici sur l'axe vertical, les rendements de maïs en tonnes de matière sèche par hectare pour 3 zones des Pays de la Loire. Et sur l'axe horizontal, vous avez les précipitations sur juin, juillet, août. Et donc, on observe que pour chaque année, les étés les plus pluvieux entraînent ou sont fortement corrélés à des rendements plus importants. Donc, ces courbes sont quand même assez claires avec des coefficients de corrélation qui sont au-dessus de 50% avec des niveaux de significativité qui sont vraiment marqués. Et puis, on a même des coefficients de détermination, là, le fameux R carré, qui pourrait, en faisant simple, du coup, témoigner que 40% du rendement du maïs peut être expliqué, ou de la variabilité du rendement du maïs peut être expliquée par la variabilité de précipitation. Donc, pour la zone nord-mayenne, par exemple, vous voyez que les rendements sont beaucoup plus élevés que dans la zone Sarthe, Est, Maine-et-Loire et puis Vendée, Loire-Atlantique. On est autour de 13, 14 en moyenne sur les 20 dernières années. Cette courbe, elle est peut-être un peu moins marquée, mais même en nord-mayenne, on a une tendance qui se dégage où les étés secs sont liés à des rendements maïs beaucoup plus faibles. Donc, on sait qu'on aura des précipitations plus faibles sur l'été, donc il va falloir se préparer quand même à des rendements beaucoup moins incertains, beaucoup plus variables, donc voilà, travailler sur les stocks. Et même si en tendance, on pourra peut-être profiter de températures plus élevées, donc jouer avec les variétés et les dates de semis pour aller chercher plus de biomasse, attention aux aléas et aux étés secs qui seront de plus en plus nombreux. Alors la plante gagnante, c'est la luzerne. Je vais passer dans les détails, mais c'est une plante qui est capable, enfin, qui a son optimum thermique à 29 degrés. Donc elle va profiter de la hausse des températures. Elle n'est pas limitée en azote. Et donc on va pouvoir davantage la cultiver et en faire plusieurs coupes et des rendements plus importants dans le futur. Alors sur les bovins, donc il faut savoir qu'une vache c'est un radiateur sur pattes, hein, autour de 1000 watts de production d'énergie pour digérer et donc faire du lait. Elle est donc pas mal influencée par les paramètres météorologiques ambiants, la température,
l'humidité de l'air, l'hygrométrie, la vitesse du vent, bien sûr, qui permet de rafraîchir son corps, et puis le rayonnement également. Donc là, pour regarder tout simplement comment ce stress thermique va évoluer dans le futur, on est capable de combiner la température et l'humidité de l'air pour calculer ce qu'on appelle le THI, le Temperature Humidity Index. Et donc, on a des plages de stress sur cet indicateur où on a observé donc voilà, des conséquences plus ou moins marquées pour la vache laitière. Donc, dès lors qu'on passe à 21 degrés en température ambiante avec 70% d'humidité relative, on sait que la vache laitière rentre en stress léger, donc avec des conséquences qui sont voilà, plutôt modestes sur la production, mais qui sont déjà apparentes à partir de ce niveau-là. Alors, comment vont évoluer ces THI dans le futur? Donc, vous avez ici donc pareil une projection avec des données climatiques du futur sur différentes zones de Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Donc, pour faire simple, en fait, plus les bâtons sont hauts, plus dans le futur on aura des jours de stress thermique. Et plus les bâtons sont noirs, plus ces stress thermiques seront sévères, extrêmes ou orange modéré. Donc on voit là petit à petit qu'on aura donc un climat qui sera de plus en plus euh, inconfortable pour la vache laitière, voire même extrême à certains horizons en fin de siècle, avec des nombres de jours de stress qui atteindront les 100 par an, et donc des conséquences majeures sur l'aspect sanitaire et production du troupeau. Et puis pour vous donner une idée, on se rapprochera en fait assez vite du climat de Périgueux, donc de la Dordogne, sur l'horizon 2050. On peut déjà voilà, se dire que on sera à peu près autour de ce que vit un troupeau bovin-lait donc en Dordogne à ce niveau-là en nombre de jours de stress thermique, quoi. Alors, sans rentrer dans les détails, mais juste pour donner à voir un peu les différents impacts, la production laitière, elle sera marquée. Donc il y a eu ce petit suivi qui a été fait dans la Vienne, donc juste en dessous de nos régions là, donc durant l'été 2019, avec une forte canicule fin juin et puis fin juillet. Et cette canicule, elle a donc provoqué des pertes de production laitière sur tous les troupeaux. Et là, dans 9 exploitations avec des robots de traite dans la Vienne, on a pu constater des pertes de 6 litres, 6-7 litres de lait par vache laitière, ce qui est assez effrayant pour un troupeau et donc peut provoquer voilà, bien sûr des difficultés financières, ou enfin voilà, des pertes financières en tout cas, et puis des baisses de livraison pour un réseau de collecte d'une laiterie. Donc là, vous voyez, à chaque fois, les baisses, elles sont marquées et puis elles durent un peu dans le temps jusqu'à ce que le troupeau récupère son niveau de production initial. Alors, il n'y a pas que la production laitière qui est touchée par une canicule. Au-delà de l'aspect sanitaire, il y a aussi l'aspect taux. Donc ici, vous avez le conseiller élevage du Rhône qui a fait un travail sur des simulations, enfin des observations de troupeaux où la production laitière baisse de 26 kilos par VL et par jour en journée sans stress à 23,5 kilos en situation de stress marqué. Le TB, le taux butyreux, perd 1 gramme par litre de lait. Le TP, on est à 2,4 et puis les cellules explosent donc au niveau du tank. Donc voilà, pour extrapoler un peu ces différents baisses en performance, on observe des incidences qui sont de l'ordre de 1,42 € par VL et par jour, si on prend un litre de lait qui est à 350 € les 1000 litres. Donc voilà, si multiplier ça sur 30 jours de stress fois un troupeau de 70 vaches laitières, on atteint vite des sommes qui peuvent être impactantes pour une trésorerie d'exploitation. Et là, on était sur un prix du lait qui était quand même assez bas. Donc, voilà, ces conséquences seraient davantage marquées aujourd'hui avec un prix du lait autour de 450, il me semble. Voilà.
Alors, comment les systèmes fourragers vont évoluer? Donc, déjà, un petit regard dans le passé, comment ils ont évolué. Donc là, en 2010, vous avez la part de maïs en silage sur les surfaces fourragères principales des exploitations laitières par petites régions agricoles. Donc, sur nos 2 régions, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, on avait à peu près 12 000, 11 000 exploitations laitières. Aujourd'hui, elles ont pas mal diminué, ces exploitations laitières. On a quasi baissé de 50% en fait sur ces 2 régions. Donc les zones laitières se sont davantage en fait euh, spécialisées, regroupées. Le, le lait, comme disait Christine, se fait beaucoup du coup dans le nord-ouest des Pays de la Loire. Et les systèmes laitiers ont une petite tendance, enfin une bonne tendance quand même à augmenter en production. En fait, entre 2010 et 2020, on a la fin des quotas laitiers, la capacité d'aller chercher plus de volume et donc une intensification des pratiques fourragères, donc plus de maïs. Donc voilà, cet indicateur, il montre bien le, le niveau d'intensification ou de production d'un système. On voit que sur la Mayenne, on est passé d'une Mayenne entre 30 et 40% de maïs sur SFP à plus de 40%. Euh, voilà, pareil sur la Sarthe, l'Est Maine-et-Loire et puis Centre-Val de Loire, à l'ouest du Centre-Val de Loire, on a aussi une intensification de la production. Et peut-être aussi, ce qu'on peut noter en Loire-Atlantique, une baisse du maïs sur certaines communautés de communes, avec le label bio qui a fortement augmenté sur ce département. Et en Centre-Val de Loire, voilà, donc une carte qui petit à petit s'appauvrit en exploitation laitière, sachant qu'il y a un secret de statistique derrière ces cartes. On ne peut pas avoir de couleur, de valeur pour une communauté de communes qui a moins de 3 exploitations sur son territoire. Ouais, il peut y avoir des exploitations en dehors de ces zones colorées, mais voilà, dès lors qu'elles sont inférieures à 3, on garde secrètement leur valeur. Donc voilà comment elles ont évolué dans le temps. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même 4 grandes typologies de production. Alors bon, c'est peut-être pour simplifier les choses, mais ça sera en tout cas parlant pour beaucoup. On a les spécialisés lait avec moins de 30% de maïs sur SFP, donc des systèmes plutôt herbagés avec beaucoup de pâturage. Ils sont beaucoup en Loire-Atlantique, en Nord Maine-et-Loire, Sud Maine-et-Loire, Nord Nord-Vendée. Bon, ils sont aussi bien sûr en Mayenne et un peu partout, mais voilà, pour faire simple, ils se regroupent plutôt sur ce bassin de production avec une part de bio qui est assez importante. On a les spécialisés lait avec plus de 30% de maïs en zone humide, donc des systèmes qui fonctionnent très bien avec des rendements maïs très importants. Donc avec voilà ce climat mayennais et Nord-Sarthe qui est assez favorable. Et puis on a toute une zone, toute une diagonale là de polyculture élevage avec plus de 30% de maïs sur SFP, qui est sur une zone séchante, assez impactée par les sécheresses, on va le voir, et une zone plus herbagère avec moins de maïs sur SFP là qui se dénote, qui est moins connue voilà par nos travaux et dans lequel dans le projet LOF Eco-Ready, on aura l'opportunité d'étudier davantage. Donc ce qu'on peut dire, c'est que tous les systèmes sont impactés. Les systèmes herbagés, pour décliner les différents impacts qualitativement, hein, c'est pas exhaustif, mais on a quand même des systèmes basés sur du pâturage, donc vulnérabilité forte fin printemps, en été, début automne, avec des possibilités bien sûr de se refaire à un moment donné de l'année. Hein. C'est l'avantage de l'herbe. Comme en 2022, l'été était sec, mais l'automne était pluvieux, donc on a pu se refaire en stock. C'est des systèmes souvent bio, donc des contraintes au niveau des achats de fourrage. C'est des systèmes qui sont déjà peu chargés. On est autour de 1 UGB hectare, voire un peu moins. Donc quelle marge de manœuvre demain, dans 30 ans, dans un climat complètement plus contraignant. On est sensible à la qualité de l'herbe, à l'ensilage, les ensilages d'herbe. Donc lorsque les printemps sont humides et qu'on ne peut pas récolter l'herbe en bonnes conditions, on a des difficultés du coup sur la suite de l'année. L'ombre au pâturage, c'est une question, comme le stress thermique en bâtiment, bien sûr, mais voilà, c'est un point qui est assez important. Et l'achat de paille sur ces systèmes qui n'ont plus de grande culture. Les systèmes en donc maïs, zone humide, eux sont souvent peu associés à des grandes cultures. Ils sont chargés en volume avec des investissements importants, avec souvent des robots de traite.
des annuités qui sont assez importantes. Donc on est sur des systèmes voilà, qui fonctionnent avec donc des besoins quand même assez rigoureux. Ils fonctionnent sur des bons rendements. Donc lorsqu'on chute sur une année mauvaise, on chute de haut. Donc voilà, ça c'est important et c'est ce qu'on a observé. Donc voilà, beaucoup de stocks à prévoir, des stocks de sécurité importants, une production laitière qui est sensible à la qualité du maïs, bien sûr, des vaches qui sont fortes productrices, plus de 8000, 9000, 10 000 kilos de lait par an, donc qui bien sûr en période de canicule, en période de canicule va perdre beaucoup plus en lait. Et puis des achats de concentrés et de paille sur ces systèmes-là également, avec une dépendance au fuel. Alors là, on sort un peu du changement climatique, mais demain, on sait que le pétrole sera une ressource de plus en plus rare. Donc, quid de leur dépendance au fuel sur ces systèmes qui se sont intensifiés davantage ces dernières années. En polyculture élevage, zone séchante, on a des systèmes qui fonctionnent déjà en fait sur un stock hiver et un stock été. Est-ce qu'ils sont déjà adaptés? C'est peut-être déjà en fait une bonne partie du chemin qui est fait là sur ces 5-10 dernières années, même si ça va s'intensifier. Mais voilà, c'est vraiment une question de notion de gestion de stock et d'association avec l'atelier grande culture qui donne une marge de manœuvre assez importante sur ces systèmes pour pouvoir passer les années sèches. Ils sont souvent plus autonomes en paille et puis en concentré énergétique, donc taux produit sur la ferme. Bien sûr, leur production laitière reste sensible à la qualité du maïs. Les vaches sont fortes productrices également, donc avec des vigilances sur leur confort thermique. Et puis la question de l'irrigation dans ces systèmes, là, dans cette diagonale, vous voyez Sarthe-Vendée, et puis tout l'ouest des centres Val-de-Loire. Elle est centrale, l'irrigation, ça va devenir un vrai sujet, et ce l'est déjà, un vrai sujet d'opportunité et puis de débat. Olivier, si tu veux, je te laisse compléter sur ce qu'on a donc exploré comme solution dans le projet Climavège. Bonjour à tous. Donc là, moi, je vais parler entre autres du cas de mon groupe que j'ai animé donc, dans le cadre de Climavège, un groupe qui se connaissait déjà depuis quelques années. Donc, il se situe sur le pays de Châteaubriand, donc nord-est de la Loire-Atlantique. Donc, il y avait... on avait, donc c'est un groupe, on va dire, qui produit globalement, on va dire, entre 4500 litres par vache jusqu'à 8000. Voilà, donc c'est à peu près 9 à 10 fermes qui sont dans ce groupe. Donc on a un peu tous les systèmes. On a des systèmes sans maïs, donc 100% herbe, des systèmes avec 10 à 20%, et puis on a un cas avec 35 à 40% donc de maïs en silage. Voilà. Donc on a pu voir au sein du groupe voilà, toutes les sensibilités, sachant que la Loire-Atlantique, au moins donc le nord-est, tout à l'heure on disait des sols avec des argiles et tout, mais on a de tout, c'est-à-dire qu'on a des sols hyper séchants. Et donc les 2 années ou l'année qu'on vient de voir, la 2024, a été très appréciée par ces éleveurs. Et des fermes aussi qui sont plutôt en zone hydromorphe. Et 2024 a été une catastrophe en termes de qualité des fourrages, voilà, comme a dit Brendan tout à l'heure. Voilà, et tout ça sur quelques kilomètres les uns des autres. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas. Voilà, donc après, donc là, je présente le contexte un petit peu rapidement. Donc on a fait des simulations, on a commencé, si je peux parler, Brendan, je m'excuse, mais un peu de l'histoire par rapport à Climavège. On a commencé, une des premières rencontres, ça a été, on va dire, avec le diag Aléa Clim, là, un travail, on va dire, collectif pour savoir comment le groupe se situait sur cette notion donc d'adaptation au changement climatique, d'évolution climatique, de risque climatique, peu importe les mots, mais voilà. Et donc ça a permis, on va dire, de figer un peu le contexte. Et puis après, donc pendant 2 ans, là, on a travaillé individuellement sur
les impacts selon les systèmes. Et c'est un peu la photo que l'on a là d'une journée de groupe d'échange, voilà, sur Marsac. Je pense qu'il y a une deuxième diapo après, Ouais. c'est sûr. Donc on a des parties de RAMI qui ont été faites dans les différents groupes et le tien, donc c'est la Voilà, oui, diapo suivante. c'est ça. Ah oui, non, d'abord la méthode. Voilà, donc on a commencé euh, approche collective et après approche individuelle en utilisant donc tout le travail qui a été fait dans le cadre du rami fourragé, donc en essayant de simplifier. C'est-à-dire que le rami fourragé, pour faire simple, alors j'espère ne pas me tromper et de pas provoquer la colère de certains. C'était grosso modo calculé en 13 périodes de 4 semaines, et nous on l'a simplifié en 5 périodes, voilà, pour des raisons de temps aussi, au sein du groupe et en individuel. Voilà. Et donc, en fonction du système d'aujourd'hui, voilà, on a vu un système donc très séchant, donc sur une ferme de Marsac, une ferme sur un système très humide sur Gence, donc à quelques kilomètres, dans une autre ferme du groupe. Et on a pu voir, on a pu simuler, quand on a des printemps secs, sécheresse, voilà, quand on a des printemps humides, qu'est-ce que ça donne dans les uns et les autres. Voilà. Et ça a surtout permis, donc, derrière, de provoquer des échanges et de trouver des solutions, parce qu'on voit bien que dans certains systèmes, il y avait des points de blocage. Et comment on s'adapte pour demain, sachant que on a fait ces parties de rami, on va dire, avant les grosses périodes de pluie de l'année dernière, voilà, que certains ont vécu aussi, mais là, on est quand même dans un contexte, juste pour dire, je ne sais pas s'il y en a il y en a sûrement qui viennent de toute la France là. On a eu à peu près dans certains secteurs de Loire-Atlantique 2000 mm là en 1 an et demi, c'est-à-dire c'est presque 3 années de pluie. Voilà. Donc de l'eau on en a. On en a eu, on en a encore là. On n'était pas très loin du secteur de Redon là, si on parle des inondations d'il y a un mois, donc on était en plein dedans. Voilà. Et là, Donc, ces parties-là, on les a fait en 2022 ou 2023. ouais. Et du coup, on n'avait pas encore la possibilité de vraiment travailler sur les printemps humides. Si on a fait, il me semble, une partie sur les printemps humides, mais là, tous les groupes ont systématiquement travaillé sur des années sèches en 2041-2060 pour vraiment se mettre dans un contexte de contraintes en production. Donc on part d'un système actuel, on le déséquilibre avec des rendements à la baisse, et puis les éleveurs ont pu échanger sur les différents leviers à mettre en place, ce qu'ils mettaient déjà en place chez eux, est-ce qu'il faut mettre de la luzerne, du sorgho, grouper les vélages ou pas. Et ensuite, avec Olivier puis les autres collègues, une fois qu'on avait intégré ces leviers avec les éleveurs dans l'outil du rami fourrager, on a pu calculer des coûts de production et des coûts de mécanisation aussi avec l'outil MecaFlash DFR Climat. Tout à fait. Sachant que aussi dans le contexte, pour aussi le redire, grosso modo, on est sur des élevages qui vont faire entre 0, alors là c'est par hectare de SAU, 0,9 à 1 UGB par hectare de SAU. Voilà. Donc quand on est SFP, ça fait un peu plus, ça fait 1 à 1,2. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est pour contextualiser, notamment pour ceux qui viennent de zones plus, on va dire, plus humides et océaniques, Nord-Bretagne, Normandie. Voilà. Donc voilà un peu le document. C'est juste un zoom sur le travail effectué et ce que ça donne entre une ration d'aujourd'hui et qu'est-ce que ça donne donc dans 20, 30, 40 ans. Voilà. Et c'est là ce que disait tout à l'heure Brendan. Voilà, donc il y a eu voilà, il y en a qui ont mis en place des leviers, mais qui sont pas tous, qui sont pas tous d'accord. Bon, parce que chacun a ses motivations personnelles. Par exemple, ceux qui sont 100% herbes ne se voient pas changer les choses. Ils préféreront
je pense, diminuer le nombre de vaches ou modifier la période de vélage, alors que ceux qui font déjà des rotations, on va dire, un peu plus courtes, avec des métailles, bah, eux, ils sont prêts à faire du métail grain en plus. Et puis si vraiment, par exemple, le contexte est sécheresse printanière, et ben le métail grain peut devenir métail ensilage. Voilà. C'est un exemple. Après aussi, un des leviers là, qui est en gras là, c'est les dérobés colza enrubanés là. Ça a bien pris au niveau du groupe parce que il y en a à peu près la moitié qui en mettent en place maintenant, ce qui permet aussi d'avoir, donc de faire de la rotation et d'avoir un fourrage azoté pâturable en sortie d'été, on va dire. Certains commencent au mois d'août, juillet, août, donc on est en plein été là. Et la plupart, donc septembre, octobre, novembre, certains ont été jusqu'en février, là, même cette année, vu les conditions humides. Voilà. Et tu te rappelles de ce que c'était la prairie Frontesac? C'était, il me semble, du sorgho et des différentes couverts de. C'est ça, quoi. C'était à North-sur-Erde, là, au Gaec des Vigneaux. On récupère un peu toutes les semences à droite, à gauche, et on est opportuniste, là, paf, et on sème rapidement tout ça au printemps ou en été, parce qu'il vient de pleuvoir, par exemple, une bonne quantité d'eau, paf, c'est prêt, et hop, on balance, on sème tout ça, et on récupère un fourrage pâturable pour l'automne. Voilà. Dans le but ensuite De de refaire, gratter, de le pâturer et ressemer une prairie derrière. voilà, ressemer derrière une prairie, sauf si le pâturage a lieu pendant l'été, tu peux refaire une prairie, mais souvent c'est pour refaire une culture de printemps ou d'hiver, si, bah, ça dépend après quel moment. Voilà. Mais Avec donc dans ce mélange fond de sac, on avait donc du sorgho, de la facélie, du sarrasin, je crois que l'éleveur mettait un peu tout ce qu'il trouvait pour ouais, ouais, faire du pâturage, pas par les vaches laitières, par les vaches taries, mais ça lui permettait au moins d'avoir un fourrage de soudure d'été mm. bon marché et intéressant pour renouveler sa prairie, il me ça, semble. ça représentait à peu près 1 à 2 mois quand même de pâturage, hein, donc ce qui n'est pas anodin. Voilà, dans un contexte toujours pareil, en année difficile. Voilà. Quand l'année dernière, bon voilà, toutes les fermes là, du groupe là, si on regarde aujourd'hui on va dire 1er mars 2025, tous les hangars sont remplis de foin d'enrubanage et tout ce qu'on veut, avec plus ou moins de bonne qualité, mais tout est plein. Donc c'est pas un problème. Cette année sera pas trop un problème en termes de stock pour l'instant. C'est plutôt donc en année vraiment difficile, donc de manque d'herbe, hein, ce qu'on disait tout à Ouais. l'heure, ou manque de maïs, hein, après, ou d'ensilage. Peu importe le manque de fourrage, dès lors qu'il y a un manque, les agriculteurs, là, ils travaillent, on va dire, sur l'opportunisme. Voilà. Ouais. Donc là, on le voit bien sur la ration des vaches laitières, l'herbe pâturée est donc beaucoup plus importante sur les mois de janvier et février. On avance la date de mise à l'herbe, en fait, c'est quelque chose qu'ils font déjà Mm. chez eux. Mm. Sur l'été, bah, on revient sur une ration quasi hivernale, avec quand même un peu de pâturage, de l'apport de MCPI, donc MPCI, donc mélange protéagineux céréales immatures. Mm. Donc ça c'est ensilé ou enrubanné et donc ça apporte quand même un fourrage de qualité, chercher début printemps pour même aller chercher donc de l'UF mais aussi de l'azote dans la ration. Et puis le trèfle violet, ça a beaucoup été sollicité par les éleveurs. La luzerne, lorsqu'on peut faire de la luzerne, c'est-à-dire des sols non hydromorphes et non acides. Et puis le trèfle violet qui fonctionne très bien avec du régras hybride, mais qui est souvent aussi sollicité comme alternative à la luzerne lorsqu'on ne peut pas en faire. C'est ça. Alors tout, du coup, à chaque fois, on a donc fait ce détail de transformation de système et orientation des systèmes vers quelque chose de plus résilient et d'adapté à des étés secs. Donc tous les résultats là vont être disponibles très prochainement. On est en train de finaliser la plaquette finale. On,
on peut juste rajouter, ou je peux juste rajouter, c'est que tu parlais tout à l'heure donc des résultats économiques, coûts de mécanisation, et on a un petit indicateur aussi qui était très demandé, on va dire, en visite individuelle, hein, parce que je suis passé après dans tous les systèmes pour retravailler un peu les leviers. C'est la perte que l'on a dans quel que soit le scénario qu'on choisit, dès lors qu'on a du fourrage, c'est calculé en équivalent hectare ou achat. Et donc, ça permet de dire, bah voilà, dans 20, 30 ans, 10 ans, si ce scénario se produit, 2 années de sécheresse, paf, bah, il nous faudra 3 hectares. On est monté pour certains jusqu'à 20 hectares supplémentaires. Donc, comment on fait? Voilà. Et c'est ça qui a fait que bah, certains ont dit, bah, la plupart vont dire, bah, on va baisser le nombre d'animaux, après, sans aller trop loin non plus, parce qu'on l'a très très bien vécu ou vu, constaté en 2010-2011, avec les 2 années de sécheresse, où il y en a qui ont vraiment voulu décapitaliser le cheptel, et ils ont mis 3, 4, 5 ans pour remonter. Donc c'est juste voilà, c'est plusieurs baguettes, on va dire, qu'il faut mettre en place et en avant pour, voilà, pour oui, résister entre guillemets à la sécheresse ou les années très humides. Voilà. Alors, pour faire un peu le point sur les différents systèmes et les leviers qui ont été abordés, alors de manière générale, sur toutes les parties de RAMI et toutes les simulations qu'on a faites, on est capable de maintenir notre production, de s'adapter à 2 années de sécheresse consécutive. Ça, c'était l'exercice. Et tous les éleveurs étaient d'accord et motivés pour donc arriver à cet objectif. On a réussi à maintenir les volumes de lait livrés, donc à pas baisser en nombre de vaches laitières. Et pour faire ça, donc on a fait appel à différentes familles de leviers. Les premiers, c'était tout ce qui était agronomique, diversification, optimisation agronomique, des rotations. On en a parlé un peu avec Olivier. Donc au sein des prairies diversifiées, aller chercher de la multi-espèce, de la fétuque élevée, du dactyle de temps en temps lorsque l'éleveur apprécie cette espèce, ou d'autres diversités de légumineuses. Au sein du système, donc semer des prairies sous couvert d'un mélange céréales protéagineux, mettre des raigrats hybrides trèfle violet qui produisent vite et qui produisent en été grâce au trèfle violet, de la luzerne lorsqu'on peut, des mélanges céréales protéagineux immatures comme je vous l'ai dit, devant maïs ou avant une culture estivale, et la betterave fourragère aussi qui a été pas mal mentionnée, un peu moins en Loire-Atlantique, mais on va faire un zoom dessus. Il y a des intérêts aussi sur cette fourragère. De manière générale aussi, on peut optimiser le troupeau. Ça a beaucoup été mobilisé lors des parties de RAMI. Alors donc baisser l'âge au premier vélage, passer de 29 ou 30 mois à 24, ça fait d'énormes gains sur la trésorerie des stocks. En fait, enfin au niveau des besoins en stock, élever une génie jusqu'à 24 mois, on gagne énormément en surface fourragère. Donc ça a pas mal été utilisé. Baisser le taux de renouvellement aussi, passer de 30% à 20% lorsqu'on peut se le permettre sur les systèmes. Grouper les vélages début d'automne, ça a été aussi une solution envisagée par des éleveurs en système herbagé. Donc voilà, on peut aussi optimiser le troupeau. Et de manière générale aussi, on utilise la carte facile de l'extensification, c'est-à-dire on va chercher des surfaces ailleurs, soit sur nos surfaces en céréales, ou bien de manière plus tactique sur des métailles ou des maïs qu'on avait destinés à faire à battre en grains pour les ensiler ou les enrubanner et en faire donc du métail enrubanné ou du maïs en silage. Donc ce qu'on observe aussi sur tous les parties de RAMI, c'est qu'on baisse systématiquement le nombre d'animaux par hectare, donc le chargement apparent en UGB par hectare, on perd 0,2 UGB hectare en moyenne sur l'ensemble des groupes. Donc on pourra pas produire, on pourrait produire autant de lait dans un scénario 2050 répété, par contre avec moins d'animaux sur le système, donc moins de génisses élevés,
une optimisation du troupeau ou bien plus de surface. Alors pour décliner un peu tous ces leviers, ces familles de leviers sur les différents systèmes, je vous propose de commencer avec les systèmes spécialisés lait, donc avec moins 30% de maïs sur SFP, plutôt herbagé, donc situé Loire-Atlantique, Mayenne, Maine-et-Loire, un peu Nord-Vendée. Donc des systèmes qui peuvent donc faire appel à de la luzerne, à du trèfle violet, à du régras hybride trèfle violet comme on l'a dit et qui revient vraiment en force. Le sorgho multicoupe aussi se fait un peu une place sur certains systèmes qui arrivent à maîtriser l'itinéraire technique du sorgho, qui est pas simple. Et la betterave, comme je vous l'ai dit, avec même des systèmes qui vont pâturer de la betterave fourragère, avec voilà de bons résultats pour assurer la soudure entre la fin d'été et la reprise automnale de l'herbe. Alors, dans la même famille de leviers, juste sur les systèmes donc plus humides en zone humide avec 30% de maïs, donc peut-être moins impacté par les étés secs, mais avec quand même de grands besoins en maïs, donc une besoin de diversifier un peu les risques, c'est-à-dire aller chercher d'autres fourrages que le maïs en silage pour pas mettre leurs œufs dans le même panier. Donc également ici, les mêmes fourrages peuvent être sollicités et les zones de polyculture élevage, maïs, zone séchante, peuvent aussi faire appel à ces fourrages-là. Avec le sorgho monocoupe quand même qui arrive de plus en plus aussi dans le sud-Loire, avec le maïs. Donc on ne sème pas 100% de sa sole de maïs en sorgho, mais il y a certains éleveurs déjà en Poitou-Charentes qui systématiquement tous les ans sèment 20-30% de leur sol en maïs, en sorgho, pour diversifier les risques et un peu étaler les périodes de semis, les périodes de floraison et d'ensilage pour aller chercher plus de résilience. Alors sorgho, on a regardé là avec ces cartes où est-ce qu'il se faisait et dans quelle zone, à quel pourcentage sur les Pays de la Loire et le centre Val-de-Loire. Il est encore un peu timide, hein. Il n'y a que 8% des exploitations qui avaient du sorgho dans leur assolement en 2020. C'est une plante qui est encore en cours d'amélioration par les semenciers. Donc elle se cherche un peu. Arvalis a fait plusieurs travaux là dans le cadre de Climavège. Vous pouvez retrouver les résultats en ligne. Il laisse quand même beaucoup partager les éleveurs lorsqu'ils l'essayent. Au niveau de son itinéraire technique, il y a quand même voilà un une certaine maîtrise à atteindre pour assurer son installation et son désherbage. On a toujours aussi besoin d'eau pour qu'il lève, donc c'est pas non plus une recette miracle. Là, ce qu'on observe ici, c'est quand même que les systèmes qui utilisent le sorgho sont beaucoup plus au sud de la Loire. C'est vraiment lorsqu'on arrive sur des vécus, des expériences catastrophiques sur le maïs qu'on cherche à se diversifier. Donc peut-être une route secours possible, mais toujours en parallèle avec le maïs, pour dès, dès maintenant le remplacer, bien sûr. La betterave fourragère aussi, je vous en ai parlé. Donc on a regardé un peu ce que ça donnait sur ces différents départements. C'est beaucoup plus éparse. Il y a à peu près 7% des exploitations laitières qui en avaient en 2020. Il y a des zones où il y a une exploitation sur 5 qui en font là, comme en Vendée par exemple, ou dans le sud de Mayenne. Donc c'est aussi lié à des filières enfin des CUMA ou la présence de matériel de récolte. Donc il y a des gros investissements pour avoir des arracheuses de betteraves. Et dans les zones où il y en a, ça peut dégager une opportunité fourragère super intéressante pour compléter le maïs et apporter aussi dans la ration un fourrage très fort en énergie. Donc ça, c'est peut-être une voie d'avenir à multiplier avec des investissements importants à mener en collectif. Alors l'optimisation agronomique, elle passe par des prairies semées sous couvert. Donc ça, c'est quasiment systématique sur les systèmes fourragers aujourd'hui, hein, en tout cas les systèmes herbagers qui comptent vraiment sur les prairies. Dès lors qu'on sème une prairie, on la sème sous couvert d'une céréale qui est ensilée ou battue, mais on assure son installation, on réduit son salissement et ça nous fait du fourrage en plus en début de printemps. Donc ça, tous les éleveurs s'y sont mis. Grâce aussi aux travaux de Torigny d'Anjou, on a quelque chose qui se répand vraiment bien
et une optimisation technique qui va de l'avant. Les prairies multi-espèces aussi, elles sont vraiment répandues partout. Dans les systèmes herbagés, il y a quand même le problème des prairies PPH, là, prairies permanentes, enfin prairies temporaires qui ont plus de 6 ans et qui deviennent non labourables à cause des restrictions régionales. Donc ça empêche, enfin ça laisse moins de zones euh, de marge de manœuvre pour un éleveur pour améliorer ses prairies, ses rotations au bout de 6-7 ans lorsqu'il souhaite la renouveler. Sur les zones, donc sur les systèmes maïs, on a pas mal sollicité les mélanges céréales protéagineux immatures devant maïs, donc aller chercher du seigle par exemple à la place du fameux Regra d'Italie, donc une fourragère, le seigle fourragé qui peut être intéressant pour ne pas essorer trop les sols avant le maïs. Ça, c'est pas mal sollicité, testé par les éleveurs. On en fait des fourrages de qualité. Encore faut-il pouvoir les récupérer tôt avant les semis de maïs. Mais ça se fait quand même de plus en plus. Les prairies semées sous couvert aussi, ça se répand. Et la diversification des mélanges prairiaux, ça devient un peu timide parce qu'on est sur des vaches à plus fort besoin. La fétuque élevée a un peu plus de mal à se faire de la place, mais on y arrive doucement avec aussi une amélioration des variétés au niveau de l'appétence de cette espèce qui fait souvent peur aux éleveurs qui cherchent à faire du volume par vache. Et de la même manière pour les systèmes polyculture élevage avec pas mal de maïs. Alors, comme je vous l'ai dit, les systèmes herbagés peuvent jouer la carte vélage groupé. Donc là, c'est intéressant d'un point de vue travail, d'un point de vue euh, aussi limiter les impacts d'été sec. Donc à voir comment ça peut, à l'échelle d'une filière, poser des problèmes de saisonnalité de livraison de lait. Mais donc voilà, ça c'est quelque chose qu'ils ont en plus de leur côté, là où les systèmes maïs, eux, peuvent jouer sur le taux de renouvellement, l'âge au premier vélage, mais ayant beaucoup de robots, euh, voilà, c'est des choses qui sont beaucoup plus dures à mettre en place à l'échelle de ces systèmes-là. Culture de vente en roue de secours, ça c'est valable pour tout le monde, c'est-à-dire préparer dans son assolement une partie de métail grain ou de maïs grain qui peut être ensilé en cas d'année sèche. Donc là, ça se fait systématiquement pour beaucoup de systèmes. En fait, on voit que le maïs grain, en fait, il joue une part entière dans le système fourragé. Quasi une exploitation sur 5 en région Pays de la Loire et Centre-Val de Loire ont du maïs grain en 2020 dans leur assolement. Donc le maïs grain peut être ensilé dès lors qu'on voit que les rendements sont en baisse. Cette carte-là, elle est jouée par beaucoup de systèmes en polyculture élevage sur zone séchante, là où l'irrigation est des fois aussi contraignante au niveau des volumes d'eau prélevés. On a là une carte qui fonctionne bien et qui sera de plus en plus actionnée par les systèmes laitiers. Et l'irrigation se pose de plus en plus comme sujet, hein. C'est à chaque fois un sujet de débat et puis de réflexion dans les groupes. Pas mal de groupes aussi avec peu de maïs sur leur système pensent à acheter du maïs irrigué carrément. Alors ça va un petit peu des fois contre des philosophies d'autonomie, mais en contractualisant, on peut avoir des prix intéressants et une sécurité aussi sur différentes années. Donc c'est-à-dire qu'on achète à des gars spécialisés en grande culture, notre maïs tous les ans qui est assuré. Et on a aussi peut-être l'irrigation d'appoint qui peut s'estimer intéressante pour implanter une série, une prairie, une luzerne ou un sorgho de manière plus tactique, ponctuelle, pour vraiment passer le cap d'année sèche, quoi. Voilà, et puis sur les systèmes maïs, pour le coup, ça devient un vrai sujet en fonction des opportunités sur le territoire, des possibilités de retenue collinaire et autres. Et puis, c'est très lié aussi à la possibilité d'avoir un atelier grande culture et donc de diluer un peu les charges que représente l'irrigation sur plus d'hectares et plus de revenus euh, euh, donc à l'échelle de l'exploitation.
Donc, si on parle un peu des conséquences de ces leviers-là, ce qu'on a étudié pas mal dans Climavège, c'était la diversification fourragère, l'optimisation agronomique. On sème des prairies sous métail, on renouvelle des prairies plus fréquemment avec des raies hybrides trèfle violet, on met des luzernes, voilà, on joue un peu tactique sur différents volets agronomiques. Ça a un coût en fait. On s'est rendu compte que sur les 6 systèmes étudiés, on a une hausse des consommations de carburant qui est systématique, comme on vient labourer, semer, récolter plus souvent de la luzerne, on vient ramener de la mécanisation en plus sur le système. Donc ça fait peur à pas mal d'éleveurs. Donc on a une hausse des charges qui est plus 12 euros au 1000 litres, ce qui est pas anodin sur un système qui se veut d'ailleurs aussi économe. Euh, Aussi au niveau du poste approvisionnement des surfaces et surtout du poste semences, on a 8,5 euros en moyenne qui a été calculé là sur 1000 litres vendus. Ça peut poser problème pour en fait sauter le pas et chercher à diversifier, optimiser ses rotations. C'est pas toujours finalement évident. Peut-être l'achat de maïs ou l'achat de fourrage se veut souvent équivalent en termes de coût. L'optimisation du troupeau, c'est plus simple, c'est plus difficile pardon, à estimer les conséquences économiques. Bon, on sait quand même que lorsqu'on baisse l'âge au premier vélage, on réduit fortement les besoins en paille pour les génisses, de l'ordre de 3 euros les 1000 litres d'achat de paille en moins. Sur des systèmes herbagés, ça peut être intéressant. Et puis, bien sûr, comme les génisses ont un besoin de croissance, de gains moyens journaliers plus importants, on va peut-être augmenter les achats de concentrés. Donc voilà, on perd d'un côté, on gagne de l'autre. Pareil pour le taux de renouvellement, on va perdre d'un côté, on va gagner de l'autre. Euh, les vaches de réforme sont assez bien vendues, donc voilà, c'est finalement sur l'économique assez enfin voilà, peu dégradant ou peu favorisant de faire ces grands changements-là. Pareil sur les vélages groupés, on révolutionne complètement tout le système, donc on sera un peu plus prudent là sur les conséquences économiques qu'on peut estimer sur ce genre de changement. Par contre, ce qui est facile à calculer, c'est la roue de secours du maïs grain là dont je vous parlais, qui devient vraiment euh, systématique sur beaucoup de systèmes. Une petite simulation rapide là qu'on peut faire ensemble, c'est lorsqu'on passe d'un rendement de maïs de 13 à 10 tonnes de matière sèche, ça fait sur un système peut-être de l'ordre de 200 tonnes de maïs fourrage à acheter donc sur une année sèche. Si on considère un prix d'achat en année sèche du maïs fourrage à 170 euros la tonne, ça nous fait un coût de 34 000 euros à encaisser pour l'exploitation. Donc, ce qui est fait pour éviter cela, c'est qu'on en 20 hectares de maïs grain qui a été prévu dans l'assolement avec voilà, cet objectif-là. Et pour estimer ce coût, on peut se dire que c'est un manque à gagner de 50 quintaux hectares à 23 euros le quintal. Donc, un manque à gagner de 23 000 euros sur son système. Donc, bon, on peut le tourner dans tous les sens, ce calcul, mais on a quand même quelque chose qui est donc voilà, assez avantageux, mais qui reste coûteux d'un point de vue économique sur l'ensemble de l'exploitation, pas que sur l'atelier lait, mais aussi sur l'atelier grande culture. Donc certes, on maintient la production laitière, mais aussi on baisse les revenus de l'atelier grande culture. Alors l'irrigation, on n'a pas vraiment de chiffres très précis, mais je vous envoie vers les travaux d'Arvalis dans le cadre de Climavège, qui a simulé sur un système de polyculture élevage plus lait, donc avec pas mal de maïs en Vendée, le passage de 40 000 mètres cubes d'eau prélevée à 80 000 mètres cubes. Et ce qu'ils ont simulé avec un groupe d'éleveurs également, c'est des baisses de marge nette de moins 15% sur les grandes cultures. Voilà, on sécurise l'atelier lait, mais bien sûr, on baisse par ailleurs. Donc concrètement, pour s'adapter sur le terrain, ce qu'on observe et ce qu'on a là étayé avec des chiffres, c'est que pour produire dans un climat moins favorable, il y a des coûts de production qui sont plus importants et il y a un besoin d'échange de pratiques entre éleveurs. Donc là, c'est ce qu'on a
mis en place dans Climavège, mais ce qui existe dans tous les groupes chambres, GAB, CIVAM, hein, les visites de ferme, car il n'y a pas de solution technique de solution unique pour tous les systèmes. Voilà, chaque éleveur, chaque système a sa combinaison de leviers à mettre en place et surtout un besoin de monter techniquement en compétences sur plein d'aspects, notamment sur les fourrages. Donc pour ça, on a mis en place là des petits outils d'animation, Climaléa Test qui permet de répondre à un questionnaire en groupe et d'échanger sur les différents volets d'adaptation d'un élevage. Donc ça, vous pouvez retrouver en ligne. C'est quelque chose qui a été fait avec les groupes et qui du coup donne une structure pour un groupe qui se lance sur cette thématique pour avancer et balayer tous les volets de l'adaptation au changement climatique. Et pour aller plus loin et pour monter vraiment en compétences techniques au niveau du groupe, sur les fourrages, c'est Climaléa Diag. Donc là, un vrai diagnostic du système fourrager pour bien le mettre à plat, le projeter dans une année avec un aléa climatique et simuler l'intégration de leviers. Donc là, c'est vraiment pour essayer de chasser le gaspillage, améliorer techniquement les rotations, les systèmes pour faire face à des étés de plus en plus secs. Voilà pour ma partie technique sur l'adaptation des systèmes fourragers au changement climatique. Je laisse la main à Léo, Robert de Végépolis Vallée et Christine pour la suite avec le projet EcoReady LOF. Merci Brendan, bonjour à tous. Léo Robert, je travaille au sein du pôle Végépolis Vallée et donc je co-anime, je co-coordonne le projet LOFS EcoReady dont je vais vous présenter en quelques slides le contenu. Donc pourquoi projet LOFS EcoReady? Alors je veux bien que tu passes toutes les animations, ce sera plus simple. Donc pourquoi ce double acronyme? En fait, le projet LOFS, c'est un projet qui regroupe un consortium français, mais qui est financé par un projet européen dont le nom est EcoReady. Donc voilà, le projet EcoReady, c'est un projet qui regroupe une quinzaine de partenaires et qui est piloté par l'Université de Prague. Son objectif, c'est de construire une infrastructure de connaissances composée de deux parties. D'abord, un observatoire numérique disponible sous la forme d'une plateforme qui est accessible à tous, donc sociétés, décideurs politiques, scientifiques et industries agroalimentaires. Et donc cet observatoire numérique est alimenté par un réseau de 10 Living Labs, 10 laboratoires vivants, qui couvrent l'ensemble des régions bioclimatiques de l'Europe et dont l'OFS en fait partie. Donc ces 10 laboratoires vivants, ces 10 Living Labs ont comme mission de développer 50 scénarios quantifiés, donc de modéliser 50 scénarios, 5 par Living Lab, qui répondent chacun aux besoins des régions des Living Labs et donc des régions bioclimatiques. Dans ces Living Labs, donc on a 3 sous-objectifs qui sont d'élaborer des recommandations politiques et des plans de contingence, des plans d'urgence sur la base de ces scénarios qu'on aura quantifiés, développer des stratégies de résilience et les intégrer à l'observatoire que le projet EcoReady construit, et développer des systèmes d'alerte précoce et d'OAD soutenus par l'intelligence artificielle pour pardon, basé sur l'intelligence artificielle, sur des modèles de prédiction et sur des résultats d'analyse de cycle de vie. Donc ce projet, le projet LOFS, donc c'est un des 10 Living Labs qui est, je veux bien que tu restes juste sur sur la slide d'avant. Le projet LOFS, c'est un des 10 Living Labs de ce projet EcoReady qui en compte qui en compte 10, dont 3 sur la région bioclimatique atlantique. Donc là, contrairement à la petite carte où vous voyez les différentes productions qui sont travaillées sur l'ensemble des Living Labs, le projet LOFS se concentre principalement sur la région Vallée de la Loire, donc région Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, et pas sur toute la France comme il peut être, comme on peut le croire sur cette carte-là. C'est bon, tu peux passer à la deuxième slide. Le projet LOFS, c'est un des, donc, comme je disais, 10 Living Lab qui va travailler sur 5 productions. Donc là, voilà, si Lidl travaille sur le fourrage pour la production de lait, on retrouve 3 autres partenaires qui vont travailler sur 4 autres productions. Donc un partenaire France Champignon qui va travailler sur le champignon de Paris, le partenaire Arvalis qui va travailler sur le blé et le colza avec la Chambre régionale d'agriculture des Pays de la Loire. Et puis la Chambre régionale des Pays de la Loire travaillera aussi sur la laitue.
Et donc le projet LOVE, c'est un projet qui est directement issu des travaux de Climavège. Donc on y retrouve en fait un plan d'action et des objectifs qui sont assez semblables, assez similaires, à savoir identifier des facteurs qui vont affecter la sécurité alimentaire des deux régions via le test de scénario de changement climatique et des tests de scénario d'adaptation à ces changements climatiques. La mise en œuvre d'une démarche de réflexion prospective pour faciliter l'appropriation des réalités par les acteurs des filières. Et puis, donc ça, c'est des choses qui se font déjà dans Climavèche sur certaines productions, mais aussi aller jusqu'à la production d'orientation et de recommandations stratégiques pour que les territoires s'adaptent à ces changements climatiques. Donc tout ça en mettant en œuvre 3 phases, au même titre que Climavèche, donc des phases de concertation entre les acteurs des filières, les agriculteurs, les coopératives, instituts techniques et transformateurs, soit via des réunions de travail, soit via des entretiens spécifiques. Donc des phases de concertation, comme vous le voyez à gauche, mais tout ça en parallèle de phases de modélisation, soit modélisation d'impact de changement climatique, soit modélisation de, de, de leviers pour répondre à ces changements climatiques. Et donc tout ça, ensuite, en fin de projet, aboutira à un travail de formulation de recommandations ou de plan de contingence sur les 5 productions à l'échelle des territoires. Donc là, actuellement, on est sur la phase de concertation, modélisation, puisqu'on est à mi-parcours de ce projet, puisque c'est un projet qui dure sur 2 ans. Donc là, voilà, qui a commencé en mai 2024 et qui terminera à avril 2026. Et donc on est en plein dans cette phase de concertation, modélisation. Et je vous laisse prendre la suite pour présenter les travaux de l'IDEL sur ce projet. Alors, donc, je reviens effectivement pour vous présenter donc, dans ce projet voilà, hein, ce qu'on va faire notamment auprès des laiteries, parce qu'on va avoir donc, des échanges avec les laiteries du territoire. Alors, on a différents enjeux hein, qu'on a pu quand même déjà voir par rapport à ce que a pu évoquer, présenter donc Brendan. Donc, on a vraiment le premier enjeu, le changement climatique, qui va amplifier les problématiques de sourcing des transformateurs. On a pu voir qu'on avait des impacts sur la production en quantité, en qualité, et donc avec une vraie problématique d'approvisionnement des transformateurs. Également, on a une nécessité hein, de la part des laiteries d'optimiser, ils ont vraiment la nécessité d'optimiser leur collecte, leur périmètre de collecte, hein, qui est importante, qui est primordiale, et qui peut aussi générer des problématiques quant à la production laitière. Également, les stratégies des exploitations et des laiteries sont vraiment interdépendantes. D'un côté, pour investir dans les outils, se positionner sur des marchés, les transformateurs, ils vont avoir besoin d'apprécier l'évolution des capacités de production des exploitations sur un territoire et inversement, pour investir dans leur exploitation, les éleveurs, ils ont aussi besoin de connaître aussi la demande des transformateurs. Donc là, l'objectif, ça va être de partager les scénarios climatiques hein, qui ont pu être présentés tout à l'heure, de coévaluer les impacts, hein, voir un petit peu quelles seraient les conséquences de ces évolutions climatiques sur les exploitations et l'électrique, comment on va s'adapter. Vraiment, l'objectif ici de ce travail, ça va être vraiment d'avoir une analyse sur les effets du changement climatique au niveau des approvisionnements en lait des entreprises de transformation, appréhender, voir leur connaissance sur le sujet, apprécier, voir leur appréciation de la situation et les adaptations qui peuvent être envisagées. Voilà, Brendan. Ouais. Alors, top. Est-ce qu'on prend les questions maintenant ou... Oui. On peut prendre les questions. Il y avait une question, Brendan, plutôt au début de ton Ouais. intervention, sur le choix du scénario RCP 8.5, Ouais. qui est le plus pessimiste. Pensez-vous que nous n'arriverons pas à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à aller sur un scénario RCP plus intermédiaire du GIEC? Ouais, alors, c'est pas moi qui ai la boule de cristal nécessaire pour le dire, mais nous, on a voulu, ce que je peux dire, c'est qu'on a voulu être sur les scénarios du pire pour se préparer au pire. Donc le RCP 8.5, mais le RCP 7.0 est également un scénario assez catastrophique hein, en termes d'impact sur nos écosystèmes et nos sociétés.
Donc on s'est mis sur ce créneau-là parce que qui peut le plus peut le moins, quoi. On essaie de se préparer au pire dans tous les cas. Mais on est clairement sur cette Bon. ligne tendance à l'échelle du monde et puis encore plus là sur ces dernières semaines, ce qu'on observe en géopolitique internationale, on risque pas de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc même si chaque degré compte au niveau de l'atténuation du changement climatique et chaque kilo de CO2 non émis est important, on a une nécessité de s'adapter au pire et donc 2050, c'est 2,7 degrés à peu près en moyenne en plus à l'échelle France. Donc voilà ce que j'ai pu présenter est tout à fait valable. On y va très clairement, quoi. Et à l'échelle du projet aussi, c'est ce scénario-là qui a été retenu au niveau des différentes tâches pour information. Après, il y a eu pas mal de remarques d'une personne, mais qui est partie. Donc, du coup, je te laisserai en prendre connaissance, voir s'il y a des éléments qui te paraissent importants, sur lesquels tu peux rebondir. Ensuite, une question sur le chiffrage que tu as pu faire des impacts économiques des différents leviers. As-tu aussi chiffré les impacts sur l'émission de gaz à effet de serre? Ouais, sur l'ensemble des groupes et des différentes parties de RAMI, donc évolution de système, on s'est intéressé au carburant, à l'économie, mais aussi aux émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est aussi l'agenda de la filière laitière, donc réduire bien sûr ces émissions qui sont importantes. Et ce qu'on a observé, on était assez surpris et positivement surpris cette fois-ci, que on arrive à réduire nos émissions de gaz à effet de serre en s'adaptant au changement climatique. Donc là, il y a deux raisons pour ça. C'est parce que déjà, comme je vous l'ai présenté, on optimise les troupeaux, donc on réduit souvent le nombre de génisses, donc on réduit le méthane entérique émis par des animaux non productifs. On a autant de vaches laitières, mais on a moins d'animaux élevés sur la ferme ou élevés moins longtemps, donc des génisses qui passent de 29 à 24 mois au vélage, émettent moins de méthane. Donc là pour le coup, ça fait un gros gain de CO2 non émis, de méthane entérique pour le coup. Et aussi au niveau des fourrages, lorsqu'on optimise la gestion des fourrages, lorsqu'on diversifie les prairies, lorsqu'on ramène plus de légumineuses et de protéines dans la ration, on peut faire des gains au niveau des concentrés. En fait, l'adaptation au changement climatique, c'est optimiser de manière générale un système. Donc lorsqu'on chasse les pertes, le gaspillage, lorsqu'on va optimiser les prairies, augmenter la production ou le pâturage en hiver, à l'automne, c'est autant de CO2 à chaque fois qui peut être non émis, évité. Donc il y a ce double effet agronomique et animal qui a lieu et on arrive à réduire un peu nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, je mets juste euh, un petit bémol, c'est que attention aux rotations des prairies. Si on s'amuse à labourer, à refaire des prairies plus souvent, à faire des luzernes qui durent 3 ans ou des raigrats hybrides trèfle violet qui durent 3 ans, certes on arrive à s'adapter au changement climatique, mais aussi on déstocke du carbone dans nos sols. Donc il faut prendre en compte plus finement cette part des stockages de carbone. Voilà. Merci Brendan. Il y avait une autre question, voilà, mais je pense que voilà. J'allais te la donner, Léo, mais je vois que tu as répondu directement bon. sur le lien avec Ecoready. Merci beaucoup. Il n'y avait pas d'autres questions, Brendan, dans le chat. Ok. Alors pour finir, on vous propose de répondre à un petit sondage sur les observations que vous faites sur le terrain en termes d'adaptation au changement climatique et d'impact du changement climatique sur les systèmes laitiers. Donc vous pouvez utiliser votre téléphone et vous connecter à ce petit sondage via le QR code qui est à l'écran. Ou bien vous allez sur vos PC sur l'adresse wooclap.com et vous entrez le code de l'événement qui est JFLTNM. Donc peut-être que quelqu'un peut remettre le code de l'événement sur le chat. Et il y a deux questions qui va vous être posées. Le but, c'est qu'on partage un peu, qu'on profite là de ce webinaire pour recenser des observations qui ont été faites de votre côté sur le terrain
sur les systèmes laitiers. Alors, je passe à la première question, c'est quels sont les impacts du changement climatique que vous avez constatés en élevage laitier sur votre territoire, dans vos métiers de tous les jours, votre observation des, euh, des exploitations de plus ou moins loin? Est-ce que voilà, vous avez eu vent d'impact ou vous avez observé des choses concrètes sur comment les territoires, enfin les élevages laitiers sont impactés par le changement climatique? Je vous laisse répondre. Voilà, donc il y a un nuage de mots qui apparaît, donc on voit un certain nombre d'impacts qui apparaissent. C'est un peu dans tous les sens, mais on observe quand même des choses qui sont voilà, font écho à la présentation d'aujourd'hui. On voit des brumisateurs, ventilateurs, donc les systèmes d'adaptation des bâtiments au coup de chaud, pas mal de notions de santé animale qui n'ont pas pu être évoquées lors du webinaire, mais on a des vraies questions de reproduction, de fertilité sur les systèmes. Et puis, je vois pas mal aussi de notions de baisse de rendement, de difficulté de récolte, de mise à l'herbe plus précoce, de pâturage de nuit. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est aussi des petits leviers d'adaptation qui sont présents sur les fermes. On vous remercie là, pour tous ces incréments, là, ces éléments qui vont être analysés, étudiés. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Merci. Les semences, tout ça. OK. Ça me paraît très riche et bien complet avec ce qu'on a vu aujourd'hui. On va passer peut-être à la deuxième question. Je sais pas si Christine, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Oui, oui, ouais, je te laisse, ouais. super. Donc là, c'est la même question, sauf qu'on change d'échelle. Au lieu d'être à l'échelle de l'exploitation laitière, on vous pose des questions sur la filière laitière. Donc, lorsqu'on parle de filière, on parle vraiment de l'aval jusqu'à, enfin, donc tout ce qui peut être production d'intrants, donc production de lait sur une exploitation, mais aussi collecte du lait, transformation du lait, stockage des produits, conception des produits jusqu'à à la distribution des produits en supermarché. Donc on observe des baisses de production aussi. Là, je vois des termes qui reviennent également. Les prévisions de production, du coup, par conséquent, sont assez marquées. Je pense qu'en 2022, ça a pu être observé avec des baisses de livraison et donc un besoin d'anticiper peut-être ces canicules pour certaines laiteries. Comment maintenir l'autonomie, la question de saisonnalité, je vois aussi l'utilisation de l'eau du lait. Ok, ça fait pas mal de choses. Il y a aussi les assurances climatiques dont on n'a pas parlé également. Ouais, ça nous fait des sujets aussi qui seront intéressants à traiter. Et l'engagement RSE, je crois, qui est assez fort sur beaucoup de laiteries. Donc, on va pouvoir regarder ça à tête reposée avec Christine et engager des réflexions donc avec toutes les laiteries du territoire dans le cadre du projet EcoReady LOF. Moi, je pense qu'on est pas mal là, c'est assez riche. On vous remercie pour cette participation là très réussie sur ces deux petites questions finales. Ça permet d'amener un peu d'interaction dans le sujet. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. C'était très intéressant d'avoir vos retours sur la dernière partie. Euh, Solène, je te laisse conclure avec les mots de fin sur la journée Climat-Beige. Ouais, ça marche. Pour conclure, vous dire que ces webinaires sont tous enregistrés, donc je vous ai remis dans le chat le lien vers la page où sont diffusés les différents replays. Vous parlez rapidement de la journée finale, mais c'est vrai que là, on est sur liste d'attente parce que la journée la préparation bat son plein et rencontre vraiment pas mal
pas mal de participants. Donc, du coup, on prend uniquement des personnes sur liste d'attente pour l'instant. Mais en tout cas, on pourra diffuser des éléments suite à cette journée finale, des posters ou autres types de supports qui seront diffusés et utilisés le jour J. Je vous remercie bien évidemment tous pour votre participation au webinaire. Si vous avez des interrogations sur le projet ClimaVeg en tant que tel, on a remis nos coordonnées, donc n'hésitez pas à revenir vers nous côté VG Police Vallée. Et si vous avez des questions sur les travaux qui vous ont été présentés cet après-midi par Brendan, Christine, etc., n'hésitez pas là aussi à prendre contact avec eux directement pour avoir plus d'informations. On vous souhaite un excellent après-midi et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et merci au groupe d'éleveurs et aux animateurs Gab, Champ d'agriculture, Sivam pour leur participation tout au long du projet.